Bienvenue, Latifa Cherif. Merci Rachid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. C'est normal. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Amis du Ruban Rose, une structure associative qui a pour objectif à la fois de soutenir et d'accompagner les femmes atteintes du cancer du sein. Donc ma première question, Latifa Cherif, c'est, on va parler bien sûr de cette maladie chronique aujourd'hui, qui est le cancer du sein. On va parler aussi de sport, d'humanitaire et d'humanisme surtout, au travers de la compétition Sahraouia, dont vous êtes la marraine, une des marraines avec Aïcha Chenna, c'est bien ça? Tout à fait. Mais comme je suis de nature un petit peu curieux, je me dis, j'ai une femme en face de moi, une entrepreneuse en face de moi, une maman en face de moi, une militante de terrain en face de moi, et dans ce Maroc en ébullition qui bouge, voilà, avec toutes différentes formes de dynamique, qu'est-ce que pense et quelle est l'appréciation de Latifa Cherif? Mon appréciation en tant que maman d'abord. Je vais commencer par le côté animal de Latifa Cherif. Maman qui lutte au quotidien pour essayer d'inculquer à sa fille unique, de lui inculquer les bonnes valeurs de la future marocaine, puisque nous construisons en tant que parents le Maroc de demain. Nous construisons le Maroc de demain en inculquant les bonnes valeurs à nos enfants, en leur apprenant ce que c'est que l'humanisme, ce que c'est que l'humanitaire, ce que c'est que le partage, ce que c'est que l'amour pour son pays, pour faire des bons nationalistes demain. Donc ça, c'est votre première... Ça, c'est le côté maman. Premier job, premier devoir pour vous? Oui, raison de vivre. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur? Non, parce que si le boulot démarre très tôt, c'est pas dur. Il vaut mieux construire très très tôt pour faire un bon adulte de demain que revenir 15-20 ans après et essayer de rectifier le tir avec un adulte qui est déjà brisé. Donc c'est trop tard. Très souvent, ce qu'on entend, Latifa Cherif, c'est qu'il est devenu de plus en plus difficile pour les parents d'éduquer, de donner des valeurs et d'inculquer des principes à ses enfants. Alors, parfois, les arguments entre guillemets qui sont avancés, c'est l'environnement qui est un peu difficile, peut-être l'environnement extérieur qui est un peu hostile, et donc difficile aujourd'hui de cadrer ces enfants et de leur donner une éducation citoyenne, en clair. Non, je ne suis pas d'accord avec ses parents, parce que ses parents, d'abord, sont des missionnaires. Deux, l'éducation démarre d'abord à la maison. L'école, c'est un complément de l'éducation. L'école est là d'abord pour faire apprendre aux enfants. Donc c'est beaucoup plus de l'enseignement, même s'il y a de l'éducation derrière, mais le b.a.-ba de l'éducation démarre à la maison. Un gamin, on lui apprend à manger quand il a 2 ans, on lui apprend plus à manger quand il a 8-10 ans, c'est trop tard. Ça, c'est un exemple. Après, le rôle essentiel, il est à la maison. C'est la maman, c'est le papa. C'est comme quand on parle d'égalité, c'est comme quand on parle de comportement au quotidien dans la rue. Tout démarre à la maison. Le matin, on sort de la maison, on sort pas de la rue. Le ciment de l'identité, de la personnalité de l'individu, ça se passe à la maison. C'est les fondations, c'est la base. Votre enfant, c'est une fille que vous avez? C'est une fille, oui, qui a 15 ans. Qui a 15 ans, oui. Qui est connectée sur les réseaux sociaux? Oui. Qui a toutes les libertés, qui est connecté sur tous les réseaux, qui connaît ses limites, qui sait qu'il y a une ligne rouge qu'il faut pas dépasser et qui la respecte. Nous avons un contrat, elle et moi, qu'elle doit respecter, que je dois respecter, et voilà, et ça se passe très bien, alhamdoulilah. Et par rapport à ce qui se dit plus ou moins sur les réseaux sociaux, on a vu un parlementaire du PJD qui porte un voile au Maroc et qui décide de se dévoiler, par exemple, enfin, bref, tous ces sujets-là qui sont évoqués sur les réseaux sociaux, des hashtags aussi, très animaliers, pour reprendre un peu le terme que vous avez employé tout à l'heure. Est-ce que là-dessus, elle vous interpelle et est-ce qu'elle est interpellée? Elle m'interpelle, oui, donc elle pose des questions, je réponds à ces questions. Maintenant, sur le côté religieux, même avec ma fille, je lui ai toujours expliqué que c'était une affaire personnelle. Je n'ai jamais eu à lui imposer quoi que ce soit. J'estime que ça la regarde, j'essaie de la guider, j'essaie de l'orienter, j'essaie de lui montrer un chemin qui a été le mien, en lui racontant ma vie, en partageant avec elle certaines expériences. Après, les choix lui reviennent. Elle est encore jeune pour prendre certaines décisions. Elle est encore très jeune pour choisir. Donc pour l'instant, je la laisse vivre, je la laisse croquer la vie, parce qu'elle a la chance d'avoir la santé, elle a la chance d'être jeune et d'avoir les moyens de vivre avec un V majuscule. Parce que quand on voit les pauvres, et voilà quoi. Donc franchement, je la laisse vivre.
Je crois savoir, Latefa Chérif, que dans votre parcours de vie, au-delà d'avoir été militante de terrain depuis très longtemps, je crois que vous avez été biberonnée par ça. Oui, je suis née dedans. Vous êtes née dans le militantisme. J'ai ouvert mes yeux dans l'associatif, puisque ma mère est présidente de l'Union des femmes à Oujda. Nous sommes de l'Oriental, donc on a une éducation très stricte, très droite. On a grandi dans l'honnêteté avec certaines valeurs, lesquelles valeurs j'essaye d'inculquer à ma fille. Donc voilà, j'ai ouvert mes yeux dans le social et je ne sais pas vivre sans le social. Est-ce qu'il vous est arrivé de côtoyer l'environnement et la sphère politico-politique ? Oui, j'ai tenté de faire de la politique, mais j'ai vite compris que c'était pas pour moi, que la meilleure des choses, et pour moi et pour mon pays, c'était beaucoup plus le bénévolat et l'associatif. Sachant qu'on a besoin nécessairement du politique pour avancer, pour construire des politiques publiques. La politique est un facteur de plus, mais c'est un complément. Après, vous savez, c'est une gamelle. Un pays, c'est une gamelle où il y a certains épices, et l'un des épices, c'est la politique. Après, bon, il y a peut-être des épices qui sont plus importants, c'est-à-dire le sel ou le sucre. Peut-être que la politique, c'est peut-être du piment. Mais le sel et le sucre, c'est... Du piment doux, du piment fort. Parce qu'il y a le piment doux, piment fort. Du piment hard, je dirais. Là, actuellement, justement, par rapport... Oui, hard. Là, aujourd'hui, cette sphère politique... Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne de partout, parce qu'on sait plus qui est qui, on sait plus qui fait quoi, on sait plus qui est de gauche, qui est de droite. J'ai l'impression souvent que des gens font de la politique à des fins personnelles uniquement, peut-être pour s'enrichir, peut-être pour... je sais pas, mais il y a un hic quelque part. En tous les cas, dans notre politique chez nous... Est-ce que vous considérez qu'on est une élite politique ? En ce moment, non. En ce moment, non, j'y crois pas, il n'y a pas d'élite. Qu'on n'a pas de personnes en capacité non, d'élever le débat politique. Non, il y a aucun débat politique. Par contre, il y a une jeunesse. Il y a une jeunesse qui est en train de se concentrer actuellement sur certaines questions réelles du pays. Il y a une jeunesse d'un certain niveau, d'un certain moyen, d'un certain standing, qui essaie de se rapprocher de la jeunesse de la rue, de la pauvre jeunesse, des gens qui vivent dans des quartiers nécessiteux, dans des quartiers, dans des bidonvilles. Et c'est à cette jeunesse-là que je m'intéresse. Pour moi, c'est ça l'élite. Vous, c'est cette élite politique ou la future élite politique ? C'est la future élite politique. Mais quand vous dites, en fait, aujourd'hui, il y a un vide. Parce que hier, on recevait la secrétaire d'État en charge du développement durable, qui est membre du secrétariat général du Parti Justice et Développement, qui a dit un peu comme vous, il y a un vide aujourd'hui. Ce vide-là, en même temps, vous dites... C'est quand même inquiétant, venant d'un membre du gouvernement. Oui, c'est ce qu'elle disait, il y a un vide, sidéral aujourd'hui. C'est très inquiétant, c'est pour ça que je vous dis, j'y crois plus. Mais pourquoi on fait plus de débat politique ? Parce que s'il n'y a plus de débat politique et de politique impliquée dans les débats, ça veut dire qu'il n'y a plus de contrat social, il n'y a plus de contrat tout court entre les décideurs et celles et ceux qui sont les citoyennes et citoyens. Moi, je pense qu'il y a un vide dans le débat politique parce qu'on n'a pas formé les gens à une certaine liberté d'expression. Quelqu'un à qui, excusez l'expression, à qui on a cloué le bec toute sa vie, et puis du jour au lendemain, on lui dit, alors vas-y, dis-nous ce que tu penses. Il n'a pas été formé pour. C'est comme le piéton qui descend du bus, on lui a jamais appris à traverser dans un passage clouté. Il traverse à 1 mètre du passage clouté. Tout ça, ça fait partie d'une éducation. La liberté d'expression fait partie de l'éducation. Un gamin à la maison, quand on lui donne pas l'expression de s'exprimer, eh bien, il va jamais s'exprimer. Il aura toujours peur des adultes, des parents, des oncles. Il pourra pas s'exprimer. Et le jour où on va lui dire, OK, alors qu'est-ce que tu penses? Eh bien, il va dire n'importe quoi, parce qu'il n'a pas été formé pour s'exprimer. Donc, et on en revient à la formation. Formation, c'est-à-dire, là, on en revient à la famille et à l'école? Bien sûr, l'éducation. Y compris scolaire? Oui. Est-ce que vous suivez la Latefa Chérif? Aujourd'hui, il y a une loi cadre pour le chantier de réforme de l'éducation. Et ce qui sous-jace un petit peu, là, qui fourmille un petit peu ici et là, c'est le fait que certaines formations politiques soient extrêmement réticentes aujourd'hui en 2019 face à l'introduction de langues étrangères dans le système éducatif public. Notamment le PJD et les CIRPLAL. Chose que je trouve aberrante. Au lieu de... Parce que vous avez fait l'école publique, vous? Non, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire à l'époque ce qu'on appelait la mission universitaire et culturelle française. Donc j'ai fait une école française à Oujda, le collège français à Oujda, le lycée Lyoté à Casablanca, et j'ai eu l'énorme chance de faire Dauphine à Paris. Donc voilà, donc j'ai eu cette chance-là, mais pourquoi empêcher les autres de s'ouvrir au monde? Pourquoi empêcher les autres d'étudier dans toutes les langues? Pourquoi ne pas donner cette liberté de choisir
la langue qu'on veut. On n'est pas obligé d'étudier en arabe. Et si je vous dis que c'est pour préserver et protéger l'identité nationale, c'est Non. des arguments? Non, je suis pas d'accord. Non. Je suis pas d'accord parce que ça ne touchera pas du tout l'identité. L'identité, on l'a dans le sang. Mais si on décide de poser, est-ce que vous considérez pas il est nécessaire aussi de poser la place des langues étrangères dans leur ensemble, au sein de la société, au niveau de l'école, mais aussi peut-être la place du français aussi, Bien la sûr. place de l'anglais, mais le poser Bien sûr. de manière très franche, Bien sûr. plutôt que de... Non, c'est pas un Si, véritable enjeu si, aujourd'hui si, pour si, la si. rénovation de l'école. Non, il faut ouvrir Vous êtes l'école à toutes les langues. parfaitement bilingue, vous. Oui. Donc, Bilingue, oui, un petit peu d'autres langues, mais bon, mais trilingue. j'aurais aimé parler 6 ou 7 langues, au contraire. Mais vous parlez parfaitement l'arabe. Oui, je parle Parfaitement le français. Oui. Il y a d'autres langues aussi que vous maîtrisez. Un petit peu. Et vous sentez... Je sais acheter un pantalon en Espagne, je sais commander un plat en Angleterre, donc voilà, ça me va. Donc vous êtes mondialisé. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que Et vous êtes parfaitement marocaine? Oui. Je suis une pure Marocaine, j'ai les valeurs de mon pays, j'aime mon pays et je ferai tout pour que ma fille soit comme moi. À la maison, on vit à la marocaine, on est une famille traditionnelle, on sait s'adapter puisque l'intelligence est dans l'adaptation. Quand on est en Espagne, on s'adapte au système espagnol. Quand on est en Asie, on s'adapte au système asiatique. Et voilà. Et quand vous dites s'adapter, c'est quoi? S'adapter, c'est-à-dire que on mange comme les autres, on vit comme les autres parce qu'on est dans ce pays-là. À ce moment-là, si on ne s'adapte pas à un pays, on n'y va pas. On reste chez soi. C'est tout. Quand vous dites ça, c'est parce que des fois ça pose problème, ça? D'avoir des catégories, voire des individus qui, en changeant d'environnement, Bien sûr, en fait, oui. ne sont pas dans l'adaptabilité, et que du coup il y a des... Absolument. C'est comme les gens qui arrivent, je dirais pas des extrémistes, mais bon, des gens qui arrivent et qui regardent le menu et puis qui se mettent à chercher est-ce que cette viande-là est passée par un abattoir ou pas. À ce moment-là, il faut rester chez soi. Vous êtes très tranché là-dessus. Oui. Ça vient de votre éducation, ça? Oui. Parce que j'ai été éduquée dans l'ouverture. Et la tolérance? Aussi. Et l'antisectarisme? Aussi. C'est un petit peu pour ça? La tolérance, sans tolérance, on ne peut pas avancer. Est-ce que tout ça aussi vous a permis et a contribué, a été un peu le carburant, si je puis dire, de votre engagement et au niveau associatif, mais au travers de la création de cette association, les Amis du Ruban Rose? D'ailleurs, vous portez là, je vois le... Oui, toujours. Il me quitte pins. jamais. C'est vrai? Oui. C'est H24. Tout le temps. Il me quitte jamais. Pourquoi il vous quitte jamais? Parce que c'est devenu ma raison de vivre. Depuis 5 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, fin 2013. Et pendant mes séances de chimiothérapie et de radiothérapie dans les cliniques, je me suis rendu compte qu'il y avait le côté psychologique qui était totalement absent au Maroc. Quand on annonçait un diagnostic à une femme atteinte d'un cancer du sein, personne n'était là pour lui expliquer le pourquoi du comment. Quand vous dites personne, c'est y compris le corps médical ou le côté la famille, psychologique. Le côté psychologique. La famille peut être là sur le plan affect, mais la famille n'est pas formée. La famille ne saura pas apporter les mots qu'il faut. Et les mots sont très importants. Les mots M-O-T-S peuvent beaucoup soulager les mots M-A-U-X. Et j'insiste là-dessus parce que l'annonce du diagnostic est très importante. C'est une claque que prend cette femme. C'est-à-dire d'apprendre qu'on a effectivement qu'elle a un cancer. Touché, qu'on est atteint par le cancer du sein. Donc c'est le néant total. Cette femme, bien évidemment, a peur. Elle pense qu'elle va mourir, alors que le cancer du sein, plus tôt il est diagnostiqué et mieux il se soigne. Nous avons des guérisons à 100% actuellement. Malheureusement, nous avons quand même des récidives parce qu'il a été pris trop tard, parce que l'âge n'a pas joué en faveur de cette femme, malheureusement. Mais le côté psychologique, l'accompagnement aussi pendant les traitements est très important. Quand vous avez, chez nous, nous avons 2 équipes. Nous avons l'équipe des guerrières et l'équipe des championnes. L'équipe des championnes, ce sont des femmes qui sont entrées en rémission, qui ont terminé leur traitement. Et à ce moment-là, on essaye de créer des équipes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une femme qui est nouvellement diagnostiquée, on la fait accompagner par cette ancienne. Parce que le message passe mieux. Cette espèce de parrainage, entre guillemets. Absolument. C'est un relais qu'on se passe. Ouais. Au fur et à mesure, c'est un relais qui se passe. Ceux qui ont déjà vécu qui sont passés par la même chose, en fait. Absolument. Et c'est très important de se faire accompagner par une ancienne. Il y a le côté familial qui est là, il y a le soutien familial, les femmes qui sont très religieuses, qui croient en Dieu, qui se mettent à lire le Coran d'un coup. Tout ça,
ça existe. Il y a le bon médecin qui est là, parce que c'est important de tomber aussi sur des bons médecins. Il y a des médecins qui sont aussi bien compétents que humains. C'est très important, parce que cette bataille du cancer, c'est une bataille qui se joue à deux. C'est un binôme, comme à la Sahraouia. C'est un binôme entre le médecin et la guerrière. C'est tout. Guerrière ou championne? Oui. Non, guerrière. Je parle du traitement. Quand on rentre sur le terrain des traitements, la chirurgie, la chimio ou la radiothérapie. Voilà. Même la chirurgie, attention, souvent il y a des femmes qui sont mutilées, hein, attention, il y a des ablations qui se font d'une façon anarchique. Malheureusement, ça existe encore dans notre pays. Il y a des chirurgiens qui font un petit peu n'importe quoi, parce que tout le monde veut faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est très dur pour une femme à vivre. Très très dur. Aujourd'hui, la situation du cancer du sein chez nous. Je rappelle, hier c'était la journée mondiale d'ailleurs. Tout à fait. Lutte contre le cancer du sein, c'est... ça touche une femme sur 8. Une femme sur 8. Une femme sur 8 dans le monde. Une femme sur 8, même au Maroc. Même au Maroc, on est sur ces ratios-là. Nous sommes à peu près 12 à 13 000 décès. Les cancers gynécologiques, c'est quand même 50% des cancers de la femme. Donc c'est énorme par rapport aux autres. Et c'est là où notre association, les Amis du Ruban Rose, joue un rôle essentiel, notamment au mois d'octobre, qui est le mois mondial de dépistage, la sensibilisation au cancer du sein. Et c'est pour ça que nous luttons pour pousser les femmes à aller vers le dépistage du cancer du sein, parce qu'il sauve des vies. Plus tôt il est diagnostiqué, et mieux il se soigne. À partir de 45 ans, c'est ça? 45, 46 ans? 45 ans quand il n'y a pas d'antécédent familial. Après, quand on sait que c'est génétique, quand on sait qu'une tante l'a eu, une cousine l'a eu, une maman l'a eu, il vaut mieux être vigilant et démarrer plus tôt le dépistage, notamment par une échographie, et puis après aller vers les mammographies, et pas n'importe quelle mammographie, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des centres de référence au Maroc. Il faut aller vers des vrais spécialistes. C'est-à-dire que quand on veut faire une mammographie, ce qu'on appelle la tomosynthèse par exemple, pointilleuse, il faut aller vers un radiologue sénologue. Un radiologue, pardon? Sénologue. C'est-à-dire un radiologue qui est spécialisé dans le sein. Et c'est important. Parce que lui saura détecter la toute petite tumeur. Est-ce qu'ils sont nombreux au Maroc? Oui, il y en a. Bon, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais autant aller vers eux, quoi. Est-ce que le cancer du sein est toujours tabou? Oui. Question tabou aujourd'hui. Oui, et je fais tout pour... Parce qu'il y a de plus en plus de cas, c'est ça, si j'ai bien compris, mais... Oui. Déjà, le mot cancer fait peur. Ensuite, certains cancers, chez la femme ou chez l'homme, il y a aussi une pudeur qui est derrière tout ça. Il y a des hommes qui ont honte de dire j'ai un cancer de la prostate, j'ai un cancer de la vessie. Il y a beaucoup de femmes qui disent j'ai un cancer tout court. Donc elles n'osent pas dire que c'est un cancer du col de l'utérus, de l'ovaire, du sein. Il y a beaucoup de pudeur derrière tout ça et c'est très très tabou encore. On parle pas ouvertement et c'est pour ça que je lutte pour casser le tabou. Il faut pas avoir honte, il faut dire oui, j'ai un cancer, oui, j'ai été diagnostiqué, c'est une maladie comme une autre. Mais quand vous dites ce tabou, en fait le tabou il est humain aussi, non? Oui, parce qu'il dit c'est chouma, on est encore dans le Maroc d'il y a 50 ans, on est en 2018, donc à un moment donné il faut arrêter quoi. Si on veut améliorer la situation, si on veut évoluer dans ce sens, il faut commencer par le départ, casser le tabou. Mais je veux dire, je pense qu'il y a peut-être d'autres sociétés, dites occidentales aussi, où il y a ce genre de tabou, où on assume aussi difficilement, socialement, difficilement le fait d'avoir peut-être un cancer, d'être, non, je sais pas, je vous pose la question. Peut-être dans la société musulmane, peut-être, dans la société musulmane, peut-être même chez certains bouddhistes, je ne sais pas, mais il faut casser le tabou, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être dans le déni, il faut arrêter de se voiler la face, il faut mettre le pied dans la fourmilière, voilà. Est-ce que la spiritualité aussi a du sens aussi? Ça permet aussi, en termes de guérison, parce que vous avez parlé de dimension psychologique dans une société de confession musulmane. C'est ce qu'on appelle les médecines parallèles. D'ailleurs, chez nous, aux Amis du Ruban Rose, nous offrons à toutes ces femmes qui sont soit en plein traitement, soit en rémission, soit guéries, parce que, attention, il y a aussi l'après-cancer qui est important. Beaucoup de femmes... Qui apparemment est aussi... Qui est dur, attention, qui est dur. C'est pas parce qu'on a terminé ces traitements que tout va bien. Bien au contraire. Et donc, pour en revenir à la médecine parallèle, nous offrons aux femmes des ateliers dans certains centres d'oncologie de Casablanca, qui consistent en tout ce qui est thérapie quantique.
les méthodes chakra, reiki, méditation, parce que ça leur fait beaucoup de bien. Par rapport à la dimension psychologique. Absolument. Après, bon, nous offrons plein de choses à côté, tout ce qui est bien-être, relooking, de l'art-thérapie, donc atelier de peinture, et le sport. Le sport, parce qu'on va parler de ça. Oui, mais juste une question, parce que moi je suis un peu, c'est peut-être bon côté, le centre d'intérêt très économique et financier. Comment vous arrivez aussi à financer ou à cofinancer ces services, cette panoplie de services aussi à ces femmes qui, dont vous, quelque part, vous assumez un petit peu une part de responsabilité en termes d'activité pour faire du bien psychologiquement, parce que vous êtes dans l'après-cancer, c'est-à-dire il y a une vie après le cancer. Bien sûr. Je crois que c'est votre philosophie de vie d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Alors Mais voilà, financièrement, comment vous arrivez un petit peu à joindre les deux bouts pour pouvoir effectivement accompagner toutes ces femmes? Écoutez Rachid, on arrive à joindre les deux bouts grâce à beaucoup d'amis. Nous avons la chance aux Amis du Ruban Rose d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de gens bienfaiteurs et beaucoup de gens qui nous assistent et qui nous aident gratuitement. C'est-à-dire que quand nous faisons par exemple, nous avons fait une très belle campagne de communication cette année pour sensibiliser au dépistage, eh bien nous n'avons pas déboursé un centime. Avec une vidéo où il y avait des participations les d'artistes. vidéos, les panneaux 4x3 à Casablanca. Donc les panneaux, nous les avons eus grâce à des agences, à des afficheurs, etc. gratuitement. Nos amis. C'est le réseau en fait. Voilà, c'est un réseau d'amis qui a compris notre cause et qui est très sensible à notre cause parce que le cancer touche toutes les familles. Donc les gens sont très sensibles à notre cause. Ensuite, nous essayons de créer des événements. Nous organisons des événements culturels ou sportifs et ça nous permet de récolter des fonds. Donc nous organisons des concerts, des soirées musicales de musique andalouse par exemple, des pièces de théâtre. D'ailleurs, nous en avons une bientôt le 23 février au Studio des Arts Vivants qui s'appelle la pièce théâtrale Sakin, donc avec nos amies actrices qui sont marraines de l'association. Voilà, donc ce sont des gens qui jouent le jeu et qui font tout gratuitement pour nous. Je rappelle juste parce qu'on va parler de sport. Oui. D'humanité, d'humanisme, oui. De vivre la vie. Oui. C'est votre slogan de vie, ça, non? Tout à fait. Ce qui vous met la pêche. Tout à Mais fait. simplement de me dire, vous avez dit que je suis passé par là. Oui. Aujourd'hui, est-ce que cet engagement, parce que vous êtes engagé sur plusieurs fronts, ça vous permet aussi de, quelque part, de tourner le dos définitivement à ce que vous avez vécu? De tourner le dos, oui. De tourner la page, oui. Mais il reste encore quelques pages dans ce bouquin, parce que c'est un gros bouquin. Je voudrais surtout partager mon expérience. Je voudrais surtout faire passer le message à toutes ces femmes que ce n'est qu'un moment qu'elles sont en train de vivre, que si elles sont à genoux aujourd'hui, elles seront certainement, certaines d'entre elles, seront debout demain. Et c'est pour ça que je veux vraiment véhiculer ce message. Je voudrais leur dire, n'attendez pas que les orages passent. Apprenez à danser sous la pluie. Et la vie continue. C'est ce que vous avez fait? Oui. Vous? Oui, la vie continue. Vous avez mis un genou au sol, vous avez mis un deuxième genou au sol, vous êtes relevé? Oui, moi j'étais à terre pendant mes séances de chimiothérapie. D'abord, il y a le côté look qui prend un coup parce qu'on perd nos cheveux, on perd nos poils, on perd nos sourcils. Donc tout ça, c'est dur psychologiquement, c'est très lourd à assumer. Mais je savais qu'il y avait un après. Donc déjà, je savais qu'il y avait une vraie croyance en vous, ça? Oui. Ouais. Je croyais en Dieu et je croyais en ma force intérieure. Nous avons toutes la même force intérieure. Il suffit d'avoir la capacité et l'intelligence d'aller la chercher au fond de soi. Nous sommes tous nés pareils. Il faut avoir peut-être aussi une force de caractère suffisante, non? Oui, certainement. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Certainement. Mais j'essaie de contaminer. Ouais. De métastaser. Voilà. C'est ça pour rester dans. Pourquoi pas? C'est bien, vous le prenez à vrai? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Sahraouia. Sahraouia, alors Sahraouia. On est en plein dedans. Absolument. Vous repartez à Dakhla demain du 2 au 9 février. Très belle aventure dont le commandant de bord est Laila Ouachi. Oui. C'est une idée phénoménale qu'elle a eue à l'époque quand elle l'a créée il y a 5 ans. Raid solidaire international féminin regroupant des binômes venant du monde entier. Cette année, il y a pas mal d'Africaines. Palestine, Panama, France, États-Unis, un peu partout, marocaines aussi, filles du Sahara, beaucoup de filles de nos provinces du Sud. Chaque binôme défend une association. Cette année, et c'est exceptionnel, les Amis du Ruban Rose ont 3 équipes.
3 équipes qui défendent les Amis du Ruban Rose, que je remercie vivement. Elles sont en train de batailler pour nous. Hier soir, je les ai suivies dans le trail de nuit. Elles ont fait les 8 kilomètres sur les dunes. C'était magnifique. Elles sont arrivées avec un cœur plein d'émotions, beaucoup de larmes, parce qu'il y a beaucoup d'émotions à la Sahraouia, puisqu'il y a beaucoup d'efforts physiques. C'est des véritables épreuves. Absolument. Donc voilà. Et puis à la fin, ça se termine par un podium, bien évidemment. Donc et en dehors du podium, la Sahraouia dégage un chèque pour Solidarité féminine qui est présidée par la grande Aïcha Chinna, qui est la première marraine de ce raid, et un deuxième chèque qui est pour les Amis du Ruban Rose. Alors j'y vais demain soir, mercredi, je rejoins les équipes. Mais pourquoi vous avez décidé, vous, de vous associer à Sahraouia? C'est-à-dire que, je rappelle, vous êtes à la tête d'une association qui accompagne, qui soutient les femmes atteintes du cancer du sein. Et d'un autre côté, vous associez votre association à Sahraouia, qui est une compétition sportive humaniste, on va dire en clair. Mais c'est quoi le lien, la dynamo? La solidarité, d'abord. Solidarité dans l'effort? Non, solidarité, le fait de, vous savez, une femme qui a fait sa chimio ce matin, et qui est chez elle cet après-midi, qui va aller dans la page Facebook des Amis du Ruban Rose, et quand elle va voir que un binôme hier soir était tout en haut de la dune, et qui a pensé à elle. Eh bien, elle comprend qu'elle n'est pas seule. Et c'est énorme. Je peux vous dire que c'est énorme. Elle sait qu'elle ne vit pas cette maladie toute seule, elle sait que des gens pensent à elle, et c'est très important. Donc c'est ça qui vous a poussé en fait à vous associer. Absolument. Donc ça c'est le côté solidaire. Ensuite il y a le sport, parce que nous essayons de tirer toutes ces femmes de chez elles pour aller faire des marches. Il y en a qui courent carrément malgré la chimio, etc. Parce qu'elles étaient sportives avant, marathoniennes, semi-marathoniennes. Donc le sport. Pourquoi le sport? Parce que le sport c'est 40% de la guérison. Le sport c'est 40% de la guérison. D'accord. Oui. Beaucoup de femmes que la dimension psychologique. Ah oui. C'est très important. Le fait d'entretenir son corps par du sport, que ça soit du yoga, que ça soit de la marche, que ça soit de la course, du canoë, du VTT, il faut entretenir son corps. Il faut être à l'écoute de son corps. Le corps demande à bouger. Jamais, au grand jamais, un corps n'a voulu stagner sur place. Il faut toujours qu'il y ait qui bouge, que ce soit dynamique. C'est la meilleure façon de lutter contre les cellules cancéreuses. Et quand on est passé par un cancer du sein, qu'on est rétabli, donc c'est la vie après le cancer du sein, on peut participer à une compétition comme Sahraouia, suivre toutes les épreuves, y compris les physiques. Je l'ai fait entièrement il y a 4 ans. Entièrement? Oui. Et vous avez tenu bon? Oui. J'étais pas en tête de liste, mais je l'ai fait. Vous l'avez fait parce que... j'étais heureuse de tout faire et de tout terminer. Et voilà, ça a été un challenge pour moi. Très beau défi. Très beau défi. J'ai beaucoup pleuré, j'ai versé beaucoup de larmes. Je pense que j'ai versé toutes les larmes que j'ai retenues au fond de mon corps pendant 1 année de traitement. Carrément. La Sahraouia m'a permis de me libérer. De vous vider en même temps. Absolument. Et ça veut dire qu'en fait, pour celles et ceux qui vous écoutent... se retrouver là-haut sur la dune blanche et crier très fort vive la vie et pleurer un bon coup, je peux vous dire que c'est meilleur qu'un vaccin. Et quand on est passé après toutes ces épreuves qu'on a fait la Sahraouia d'ailleurs, parce que vous l'avez fait il y a 4 ans, c'est ça? Oui, je l'ai fait entièrement. Après, comment on appréhende, comment on aborde la vie? Parce que c'est la question que je me pose. Je me dis voilà, en début de débat, d'émission, on a parlé un peu de votre regard sur la vie politique, sur l'éducation, sur l'école, sur le vivre ensemble, au sens large. Je me dis, est-ce que la Tefa Sherif a changé? Parce que moi, je ne vous connaissais pas avant. Donc je me dis, je vous connais, je vous vois aujourd'hui. Est-ce que vous étiez différente avant par rapport à aujourd'hui? Et comment vous appréhendez la vie dans son ensemble? Différente, non, pas totalement, parce que j'ai toujours été une battante dans ma vie. J'ai toujours tout fait pour obtenir ce que je voulais. Par le travail, par l'engagement? Partout. Partout. Dans mes études, dans mon boulot, vous savez, moi je viens d'une famille très conservatrice à Oujda. À l'époque, en 83, avoir son bac et partir faire ses études à Paris seul, c'était pas évident. Et je l'ai quand même fait. Quoique mon père, s'y opposait totalement, je l'ai quand même fait. Donc j'ai toujours été j'ai toujours aimé les rapports de force. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, donc, parfois, certains individus aiment le rapport de force parce qu'ils existent au travers du rapport de force. Tout à fait, C'était votre cas. Tout à fait. Mais vous, avec la guérison, par rapport à tout ce que vous avez vécu, la vie pour vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est tous les jours qui passent, c'est du bonus? Tous les jours qui passent, vous voulez vous en profiter pleinement? C'est même pas tous les jours. Tout soupir. D'accord, carrément. Tout soupir est un cadeau de Dieu.
Tout soupir, il faut le prendre. Il faut croquer la vie à pleines dents tant qu'on a toutes nos dents. Voilà, donc je vois la vie différemment maintenant parce que d'abord je me prends moins la tête. Ce qui était important hier est devenu accessoire aujourd'hui, c'est voilà, je trace mon chemin, je vais à l'essentiel, je profite des gens que j'aime, je laisse ma fierté, ma dignité de côté et je leur dis oui, je t'aime parce que c'est important. Il faut sortir les mots. Souvent les gens, à cause d'une fierté mal placée, ne le disent pas, alors que c'est très important d'entendre le mot je t'aime. Voilà, donc j'aime la vie. Voilà, j'aime la vie. Je veux vivre le maximum possible. D'abord pour ma fille, l'accompagner le maximum, la guider, l'orienter, et ensuite pour servir les autres, parce que j'ai compris que si je suis sur terre, eh bien, il faut que je serve à quelque chose. Être utile. Voilà. Merci, Latefa Chérif. De rien. Je rappelle que vous êtes président de l'association Les Amis du Ruban Rose. Tout à fait. Pas en compétition à Saharoua, mais en tout cas marraine de la 5e édition de la Saharoua. Compétition dernier jour. Dernier jour. Voilà. Vous repartez à Dakhla demain, c'est ça? Je pars demain avec mes amis actrices et un médecin qui est membre du comité des Amis du Ruban Rose et qui feront le dernier jour du raid. Donc nous partons avec Nora Sqli, Samia Qario, Hind Saadidi et Dr Mazouz. Voilà, nous ferons le dernier jour du raid. Et nous irons surtout encourager nos 3 binômes qui sont déjà là-bas, qui sont en train de se battre pour nous, que je remercie vivement. Merci encore à Laila Ouachi pour cette idée de génie qu'elle a eue. Et merci à la vie de me donner tout ce que j'ai et de me permettre de regarder le verre à moitié plein. En tout cas, merci à vous d'avoir partagé tout ça. Merci Rachid. Merci Latefa Chérif, président de l'association Les Amis du Ruban Rose. Et je vous souhaite... quoi? Vive la vie. Vive la vie. Voilà. Puis une belle journée. Oui. En profitant de tous les soupirs, c'est ça? Elle est déjà belle parce que j'ai passé le message dépistage. Merci en tout cas à vous et belle journée. Merci à vous.